Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Ce matin, on va discuter de ces mandats qui se prorogent au niveau des États de l'AES. Après le Mali, c'est le Burkina Faso qui octroie 5 ans pour le président Traoré. On verra quelles sont, je dois dire, les causes et surtout les priorités dans ces États qui désormais sont dirigés par des militaires. Justement, parlant de l'AES, des États de l'AES, on aura notre invité par ici, le représentant résident de la CEDEAO, l'ambassadeur Amadou Diongue, qui nous dira deux mots au sujet justement de l'actualité de la sous-région. La CEDEAO a tenu une session extraordinaire dans la journée d'hier dimanche et s'est prononcé au sujet donc de l'AES, mais aussi et surtout de la situation entre le Bénin et le Niger. On dira deux mots là-dessus avant de parler, je dois dire, des 49 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Quels sont les chemins parcourus, les défis face à l'organisation. On parlera de tout cela tout à l'heure. Notre bulletin d'information ce matin sera présenté par Florence Bossa. Elle va prendre donc le temps de nous présenter l'actualité telle que relayée par les micros et caméras de la rédaction de Canal 3 Bénin tout ce week-end. Voilà pour ce qui est donc du menu d'Actu Matin ce matin. Bienvenue à tous. Voici donc pour la une des journaux ce matin. On va commencer par Fraternité qui nous parle de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Concertation gouvernement syndical, les points à dénouer avant le dégel. Zone sanitaire à la date faisait. L'USAID offre plus de 244 millions de francs CFA d'équipements au relais communautaire. 25 guépards face au Rwanda et au Nigeria. Une liste et des défis à relever par Génote Rohr. Et puis sécurité sanitaire des aliments de rue. La FSA UAC lance le projet Watch pour l'amélioration de l'hygiène alimentaire. Matin libre, accusation grave et tendancieuse à l'encontre du Bénin. Camille Seba, un os difficile à avaler, mécontentement au port de Cotonou. Ça dénonce cessation de travail. Dynamisme info, exonération temporaire d'État sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau. La requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. Gaskiani info présidentielle 2026, la rupture à l'épreuve. Examen scolaire de fin d'année, les conseils de psychopédagogue aux candidats. Nous sommes avec l'observateur à présent à propos de l'absence du ministre du tourisme, de la culture et des arts. Abimbola permissionnaire selon le porte-parole du gouvernement. Résolution de la crise Bénin-Niger, Nord-Sud quotidien. Le Parlement de la CEDEAO s'est impliqué. Le potentiel rapport sur les perspectives économiques du Bénin, 6,2%, la croissance économique attendue pour 2024-2026. Vous avez donc l'avis d'un expert à lire dans les colonnes de Le Potentiel ce matin. Charlemagne à côté au sujet des acquis de la ville, capitale des 8 ans de gestion de Patrice Talon. L'affiche du jour met et rapporte que Porte-Novo a complètement changé de visage en 8 ans. Le matinal, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n'a pas démissionné, permissionnaire. Son intérim est confié à Modeste Tinte Kerikou. Et puis coopération bilatérale avec le Niger. Voici pourquoi le Bénin a fermé sa frontière fluviale. Libération, tournée internationale du chef de l'État. Après le Brésil, Patrice Talon attendu en Corée du Sud. Jack Pata, désignation de candidature pour la présidentielle 2026. La mouvance et l'opposition hésitent. Nous sommes avec Visa Info Coupe du Monde 2026, match Bénin-Rwanda et Bénin-Nigeria. Gros plan sur la liste de Génote Rohr. À l'armée dessous 100 temps de jeu appelé. Ricardo et Tchao, deux stagiaires au stade famélique convoqués pour cause de blessure. Andreas Rontondi, le grand absent. Romaric et Abdul découvrent la sélection des guépards. Nous sommes avec le grand quotidien Burkina Faso. Mandat transitoire prolongé pour
le mandat transitoire prolongé de 5 ans. Selon la nouvelle charte, Ibrahim Traoré reste chef jusqu'en 2029 et éligible aux prochaines élections. Sommet Corée-Afrique, après le Brésil, talon annoncé en Corée du Sud. L'événement du jour, rencontre historique avec le président Lula da Silva. Patrice Talon réchauffe les liens de coopération avec le Brésil. Nous sommes avec Nassiara maintenant au sujet des crises au Bénin. Selon Célestine Zanou, les personnalités sont devenues les gens à parole douteuse. La tribune de la capitale, lancement à Kandi de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, révéler les actions fortes et mettre fin à l'intoxication. Investissement et commerce, décryptage info nous parle du Bénin qui adhère au fonds de développement des exportations en Afrique. Nous voici avec le télégramme. Visite officielle du chef de l'État au Brésil. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador. Selon Patrice Talon, le patriote, tournée nationale du gouvernement, la mauvaise réponse, a titré donc le journal. Nous sommes maintenant avec Info Matin, absence prolongée du ministre Jean-Michel Abimboila. La voix officielle a peine à éteindre les supputations. Et nous voici de retour pour la deuxième lecture de la une de Fraternité, tournée gouvernementale de reddition de comptes, les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Concertation au gouvernement syndical, les points à dénouer avant le dégel. Zone sanitaire à la date Fosem. L'USAID offre plus de 244 millions de francs CFA d'équipements au relais communautaire. 25 guépards face au Rwanda et au Nigeria. Une liste de défis. Une liste et de défis à relever par Genot Aurore et puis sécurité sanitaire des aliments de rue. La FSA UAC lance le projet Roche pour l'amélioration de l'hygiène alimentaire. C'est donc le tour rapide des informations à la une de la publication ce matin. On va s'intéresser à l'intérieur de Fraternité. Vous savez déjà, le mois de juin est à nos portes. Nous sommes le 27 mai aujourd'hui, en effet. Dans quelques jours, donc, le mois des examens nationaux va s'ouvrir, s'entamer. Et donc, on parle d'éducation, notamment à la page de Fraternité, examen BPC, du BPC, session de juin 2024. Il n'y a que 124 860 candidats sont inscrits dans 219 centres de composition. C'est le ministre en tout cas qui allait constater l'état d'avancement des préparatifs et à faire le point à la presse rapporté ici donc par Fraternité. Vous avez les détails d'autres informations dans les colonnes du journal avec des chiffre assez intéressant sur le nombre de filles inscrites, de garçons inscrits et notamment des totaux à retenir avec surtout un tableau comparatif par rapport aux statistiques de l'année dernière. La liste des guépards est disponible pour les deux affrontements qui s'annoncent contre le Nigeria et contre le Rwanda. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde prochaine, notamment celle de 2026. Alors, Jeannette Aurore a convoqué 25 jeunes béninois pour aller défendre les couleurs lors de ces deux matchs. Il y en a encore quelques anciennes têtes qui n'ont pas de temps de jeu. Fraternité l'a rappelé tout à l'heure, Visa Info aussi, mais qui a été rappelé par le technicien franco-allemand. Alors, quelle analyse pourrait-on en faire? Fraternité vous propose quelques détails liés à suivre, mais on fera le tour d'horizon de l'actualité des sports tout à l'heure. Ce sera avec Ali Momouni. L'actualité, ainsi donc, résumé avec la une des journaux et quelques détails qui pourraient vous intéresser, notamment dans les colonnes de Fraternité. Et puis cette actualité aussi au plan continental, vous avez à la page 9 l'actualité au Burkina Faso avec la prolongation du mandat, je dois dire de la durée de la transition de Traoré. Vous avez le festival à Wawalé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis cette information est assez intéressante, la réplique du trône de l'empereur Bokassa de la Centrafrique qui est vendu aux enchères à Paris. Vous avez donc l'image pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait justement le trône du dernier empereur sur le continent.
Allez, maintenant, on va passer au bulletin de l'information. Voici donc Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. La phase B du projet asphaltage annoncé par le gouvernement se concrétise dans les 5 communes bénéficiaires et annoncé à Djougou. Le lancement officiel des travaux a eu lieu jeudi dernier. Les détails sont à suivre. Tout à l'heure. Et puis il y a sous Biao Aïne, nous restons donc dans la zone, qui est démis de sa fonction de préfet de la Donga, a passé le témoin à son successeur vendredi dernier. C'est lui que vous avez à l'écran. C'est au cours d'une cérémonie fort simple organisée à la préfecture de Djougou. Et bien que le préfet entrant a pris les rênes de la gestion du département de la Donga. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voici le bulletin de l'information ce matin. Allez, nous allons prendre siège dans le département de la Donga, la ville mettons chef-lieu du département, qui permet d'ouvrir donc ce bulletin de l'information. Florence, la phase B du projet asphaltage annoncé par le gouvernement se concrétise dans les 5 communes bénéficiaires annoncées. Effectivement, Tanguy, à Djougou, les premiers coups de pioche ont été lancés par Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. C'était en présence des populations, des têtes couronnées ainsi que les autorités communales. Reportage. C'est avec l'enthousiasme des populations et tout ce monde réuni ici pour la circonstance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, et sa délégation procèdent au lancement officiel des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O11B dans la ville de Djougou. Un lancement effectué devant les femmes, les sages, les têtes couronnées, autorités communales et quelques députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont l'honorable Malik Gomina. Ce projet d'asphaltage que vous lancez aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, va conduire à l'amélioration du cadre de vie et à la dynamisation de l'économie et du secteur touristique de Djougou. Djougou va bénéficier du projet d'asphaltage, une initiative qui va transformer totalement le visage urbain de Djougou, qui est déjà un carrefour. Vous voulez aller au Togo, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Burkina, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Nigeria, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au sud du Bénin, vous passez par Djougou. Et tout ça, nous le voyons à travers ce carrefour important que nous traversons tous les matins. Avec l'asphaltage, tout ça va être totalement transformé et nous aurons une visibilité beaucoup plus importante, une urbanisation et une modernisation de la ville. L'aménagement et la réalisation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et la construction des collecteurs d'eau pluviale à Djougou s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. À cet effet, 19,26 km de voiries urbaines, dont plus de 2 fois linéaires de la phase A, 7,36 km de collecteurs d'eau pluviale seront construits. La ville va également bénéficier de 2120 arbres d'alignement et 1060 lampadaires solaires pour l'éclairage public. Pour l'exécution des travaux qui s'étendent sur 18 mois, elle sera à la tâche de l'entreprise chinoise Stekol. L'entreprise sélectionnée, Stekol, a pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai qui ne devra pas dépasser 18 mois. Nous comptons bien nous assurer que cette promesse sera tenue. La CIRAD veillera particulièrement au respect des attentes tant à la fois de la commune que du gouvernement sur les questions de qualité, de respect des délais tels que rappelés, mais également du coût objectif alloué par le gouvernement. Les travaux que nous lançons ce jour engendreront nécessairement des contraintes et des désagréments pour les populations. Nous tenons à les remercier d'avance pour leur compréhension et leur coopération. Le coût de cette deuxième phase du projet asphaltage dont bénéficie la commune de Djougou sur les 6 villes ciblées est estimé à 22,15 milliards de francs CFA. Elias Biaouaïnan, qui est démis de ses fonctions de préfet de la Donga, a passé le témoin à son successeur ce vendredi 24 mai 2024. C'était au cours d'une cérémonie fort simple organisée à la préfecture du Djougou que le préfet entrant a pris les rênes de la gestion du département de la Donga. Le point de la cérémonie avec Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou.
Vous savez que je suis le préfet créateur du département de la Donga. Limogé à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2024, le désormais ex-préfet de la Donga cède son fauteuil à son successeur. Et ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Eliassou Biao Aïné remet officiellement les gouvernails du dit département à Jacques Roland Amadou. Monsieur Amadou, une fois encore, je vous dis, soyez les bienvenus et félicitations. C'est au détour de cette cérémonie sobre, mais empreinte de solennité, que la passation de charge est formalisée entre le préfet entrant et celui sortant. Environ 8 ans passés à la tête de la préfecture de Djougou. L'ancien préfet part avec le sentiment d'un devoir bien accompli. Je pars la tête haute avec le devoir ou le sentiment du devoir bien accompli. Le préfet Amadou Roland, qui me remplace, est mon frère. Nous sommes tous venus du Basila. Et ça, c'est l'applaudissement. Donc, il ne fera que ce que moi-même j'ai fait avec vous. Et je vous invite donc à le servir comme vous m'avez servi. Devant l'assistance composée, entre autres, des organisations de la société civile, cadres de l'administration préfectorale, chefs des services déconcentrés de l'État et autorités religieuses, Jacques Roland Amadou entre désormais dans la plénitude de ses fonctions à partir de ce vendredi 24 mai 2024. Une date qui restera jamais gravée dans la mémoire de ce préfet qui entend s'appliquer avec détermination et efficacité pour relever les défis de la gouvernance locale. Je mesure pleinement la portée, la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombe et que je compte assumer de manière ardue avec le soutien de l'ensemble des forces vives du département de la Donga. Monsieur Eliassou Biao, cher grand frère, je vous adresse mes vifs remerciements, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui vous ont accompagné pour votre apport significatif au développement de notre département. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation a conduit cette cérémonie de main de maître. Crespin Guidi a d'abord salué les mérites du préfet sortant avant de mettre un accent particulier sur les tâches qui incombent la nouvelle autorité préfectorale. En qualité de responsable de l'administration du département, vous êtes appelé à coordonner les services déconcentrés de l'État de votre ressort territorial. Monsieur le préfet, je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et d'autre part, aller au-delà des attentes. Administrateur chevronné des services financiers, Jacques Roland Amadou est un spécialiste de la gestion des services financiers et du développement local. En décembre 2019, il a été nommé directeur de l'administration et des finances au ministère du Plan et du Développement. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité liée à la passation de charge entre les préfets entrants et sortants au niveau donc du département de la Donga. Allez, on va passer à une autre actualité. On va descendre d'un petit cran et faire escale à Savalou vers le sud du Bénin, cérémonie d'inauguration d'une maternité isolée, précisément dans la localité de Konkondi, Florence. L'infrastructure vient combler les attentes des populations de la localité bénéficiaire ainsi que celles environnantes en matière d'accessibilité aux soins de santé de qualité. Construite avec une somme de plus de 455 millions de francs CFA, l'unité est mise à la disposition des populations en présence du maire de la commune de Savalou, Imet Hélène Amoussou. Une maternité isolée à Konkondi dans la commune de Savalou. L'infrastructure vient en partie résoudre le problème d'absence de centre de santé de proximité dans la localité en vue d'une prise en charge des femmes ainsi que celle des villages environnants.
Situé à près de 12 km du centre d'arrondissement de Djaloko, que constitue le village de Djaloko, il urgeait et était important de rapprocher les soins de cette population. Pour faire un accouchement ici, c'est difficile. Avant d'aller à Savalou, il y a des femmes qui font mort-né. Sur la voie, il y a des femmes qui accouchent en route, soit les femmes qui perdent la vie même avant de faire l'accouchement. C'est pourquoi lorsque ce centre est venu ici à Konkonji, toutes les femmes sont contentes. Il y avait beaucoup de complications, beaucoup de décès maternels et infantiles et parfois des infirmités qui s'en suivent. Donc tout ça justifie vraiment ce besoin qui vient d'être aujourd'hui satisfait. Réalisée sur financement de la Fondation Folero Luxembourg, l'unité de soins est dorénavant mise à la disposition des bénéficiaires. Elle est composée d'une salle d'échographie, d'une salle de PEV, d'autres pour la consultation et l'hospitalisation. À la maternité isolée de Konkonji, on retrouve aussi une pharmacie, un magasin et bien d'autres compartiments. Des dispositions sont également prises pour le transfert des patients en cas de besoin. Pour l'équipement et les travaux de construction, le partenaire a déboursé la bagatelle somme de 455 655 964 francs CFA. Nous saluons l'implication de tous les pouvoirs publics qui nous ont permis d'avoir toutes les facilités administratives et accompagnement nécessaires pour l'exécution des travaux. Nos remerciements vont également à l'endroit de la collectivité Balaro, qui nous a offert gracieusement ce domaine. L'ouverture de cette maternité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la promotion de la santé maternelle et infantile, mise en œuvre par la Fondation Folero Luxembourg à travers sa représentation au Bénin, qui vise l'amélioration et l'accessibilité aux soins de santé de base de qualité. À travers la construction de cette maternité isolée, elle contribue à apporter une réponse concrète aux problématiques d'accès aux soins de santé primaires. Son intervention contribuera également à améliorer les indicateurs de santé de cette zone. Nous allons continuer le plaidoyer pour que le dispensaire soit construit. Le village de Konkonji déjà est à plus de 3000 habitants. Et à cela s'ajoute la population de Bagoloji, d'Antadoro, certains hameaux du village d'Ataklakame et de Zumpa. Comme l'a dit le maire, les besoins sont grands. On n'a pas besoin de vos remerciements, mais si en retournant ici, on voit beaucoup d'enfants en bonne santé, ça, c'est tout le remerciement dont on a vraiment besoin. Vous pouvez compter sur le Luxembourg. Heureuse de cette nouvelle contribution de la Fondation Folero Luxembourg, les populations ainsi que les autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude pour améliorer davantage l'accessibilité des cibles bénéficiaires aux soins de qualité. Le représentant du directeur départemental de la santé des collines a pris l'engagement de faire le nécessaire en vue d'une gestion optimale de cette maternité, de même que pour l'utilisation efficiente des installations. Littérature pour boucler la boucle, fini les dettes encombrantes qui vous rendent tout ou soucieux. Vous avez désormais la thérapie à portée de main pour en être libéré. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Comment sortir des mauvaises dettes ». Il est écrit par Hubert Ayanou, un financier, et lancé ce mercredi à l'École nationale d'économie appliquée et de management. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence, pour la présentation donc de cette session d'information sur la matinale Actu Matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, si vous aviez besoin de vous informer par la rédaction de Canal 3 Bénin, il y a d'autres rendez-vous dans la journée. 11h à 16h, ce sont les petits rendez-vous d'information, notamment les sessions intermédiaires. Les grandes éditions, c'est 13h. C'est 19h30, mais c'est aussi 22h30 pour l'édition de la nuit. Allez, voici maintenant chez vous l'actualité des sports. L'actualité au Bénin, c'est dans le domaine du football. Et quand on parle justement du football et de l'actualité, on va parler de ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui s'annoncent. Le Bénin qui se prépare avec la liste des 25 ambassadeurs retenus. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour, le sélectionneur des Guépards était donc en conférence de presse samedi dernier. J'ai notre honneur à dévoiler une liste de 25 joueurs, comme je le disais, pour les rencontres de 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde.
celle qui va se jouer en 2026. Oui, Tanguy, 25 joueurs convoqués par le technicien franco-allemand, parmi lesquels il y a quelques nouvelles têtes. Sur cette liste, on peut compter 5 différents changements par rapport à la liste de mars 2024. Chez les gardiens de but, par exemple, Abdul Karim Rahman de Dadje FC remplace le gardien de la Cotonou, Sergio Bassa, l'ancien bien entendu des Buffs de Borgou. Il y a donc Romari Karmoussou de Coton FC qui signe sa première convocation en équipe nationale. On note également par ailleurs la sélection de Samson Akinyola qui a remporté la Coupe CAF avec Zamalek. Il y a également celui de David Tchitchao et de Rodrigue Fassino qui font leur retour en sélection. Je vous invite ici à suivre un extrait de Guénotre, le sélectionneur des Guépards du Bénin, bien entendu, sur ce premier aspect. Donc la première convocation de Don, bien entendu, la première convocation de certains joueurs et le retour de d'autres en sélection nationale. Il est avec nous pour la première fois, le gardien de Dadje, Karim Rahman. Et c'est un jeune gardien qui est, comme vous le savez, avec les U20 numéro 1 dans les buts. On l'avait déjà un petit peu en vue l'année dernière, où il avait fait des bonnes choses. Et cette année, il confirme avec son club de Dadje. Donc, retour de Fassinou, qui fait aussi de bonnes choses avec son club, de l'Autopopo, qu'on a vu jouer il n'y a pas longtemps, et qui fit son retour au poste d'arrière. Il a sa chance. Je l'ai vu très bon avec son club. Donc, s'il fait un bon stage, on est quand même ensemble pendant 2 semaines, il n'est pas exclu qu'il puisse jouer avec nous. Les attaquants, on a donc Romaric, que j'avais déjà voulu sélectionner il y a 1 an, et sous mes yeux, il s'était cassé la jambe. Donc, il a lutté beaucoup pour revenir au premier plan, et il a maintenant, je l'ai vu moi-même évoluer avec son club de Coton, il a un rôle décisif dans les résultats de son club et il mérite sa sélection. Tchitchao revient aussi. Tchitchao n'était pas avec nous la dernière fois parce qu'il n'avait pas joué et pas signé encore dans ce club-là de Chicago, qui sont très contents de lui. Il fait son retour, c'est également un ancien de U20. On a la chance d'avoir un joueur, on va dévoiler la liste, qui a gagné la Coupe des Confédérations avec son club de Zamalek. Samson, donc ce sont quand même des ondes positives qui vont s'ajouter à notre groupe. Allez, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin sera face au Rwanda et au Nigeria respectivement les 6 et 10 juin prochains au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. À quoi doit-on s'attendre, même si à l'évidence on est conscient du niveau du Nigeria, vice-champion d'Afrique en cours bien entendu pour le cas du Rwanda. Nous n'avons pas pu battre cette formation lors des derniers éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. De toutes les façons, Guénotre a sa propre explication à cette question. Si on bat le Rwanda, déjà on est à égalité avec le leader qui est Rwanda actuellement. Ils ont 4 points, ils ont joué 2 fois chez eux, ils ont gagné un match et fait un match nul. En plus, ils ont battu l'Afrique du Sud 2-0. Donc ça prouve que c'est aussi une bonne équipe. Donc c'est le match contre le Rwanda qui compte. Nous avons envie de vaincre cette équipe. C'est une bonne équipe. Ils ont maintenant aussi un coach allemand, Thorsten, qui est arrivé là-bas, qui fait du bon travail. Et donc, et évidemment, le deuxième match, c'est un match fantastique contre une équipe, une des meilleures équipes d'Afrique avec les joueurs que vous connaissez. On aurait préféré jouer à Cotonou, en effet, parce qu'on est invaincu depuis que je suis là. Malheureusement, sur les 10 matchs qu'on a fait, on n'a fait que 2 matchs à domicile. On a fait 8 matchs dehors, loin de nos bases. Et surtout, des jeunes joueurs ont besoin du soutien, de la chaleur de leur public. Allez, pour l'instant, sous l'aide de notre, le Bénin n'a encore enregistré de victoires, si ce n'est que sur tapis vert. Il y a eu quelques défaites et puis voilà, des matchs nuls également à mettre, je dirais, au comptoir pour l'équipe nationale du Bénin, Tanguy. On prendra davantage les informations concernant sinon l'actualité de notre 11 national qui va bien sûr représenter le Bénin pour ces éliminatoires. En attendant, on fait donc le tour d'horizon des différentes rencontres disputées ce week-end pour le compte de la Super League professionnelle, équivalent bien entendu de la première division du championnat de football masculin. La jeunesse sportive de Poba était à domicile. C'était ce week-end face à Dynamo FC d'Aboumé, rencontre qui s'est soldée sur le score de 2
2-1 pour l'équipe à domicile. Pobet donc qui engrange, je dirais, 3 points précieux pour cette explication. Dadje a été tenu en échec à domicile par Sobimap Sport, score à l'arrivée. Un but partout entre les deux formations. Il faut noter également que c'était ce score identique entre les Dragons FC de Lomé et Loto Popo. AS Cotonou s'est incliné à domicile face à Damissa Football Club, 3-0 pour l'équipe en déplacement. Banigansé s'impose au Requin de l'Atlantique 3-1. Coton a pris le dessus sur AS Takouné 1-0. C'était du côté de Ouida. L'Union sportive des Cavaliers de Niki a étrié son adversaire de l'As des Portugais 3-0 également. Et puis il faut finir avec la victoire de Ayema FC qui était en déplacement sur Savalou. C'était donc hier pour donc s'imposer 2-1 face à l'équipe de Espoir FC. Et allez, on va maintenant passer chez les dames. Le championnat national de football féminin de première division Ali a connu son épilogue. C'était dimanche et le titre n'a pas changé de main. Du moins, le titre a changé de main. Cette voilà. Fois-ci, c'est Ainovi FC qui est le club champion de la 2-1 féminine saison 2023-2024 du Bénin, bien entendu. Le club a été consacré donc à l'issue de la finale disputée ce dimanche au stade Omnisport de Grand Popo face à l'équipe championne de la zone B Elite AC de Parakou. Une finale qui a été disputée jusqu'à le plus fatigue des tirs au but en première période. Vous allez le constater à la 9e minute donc de cette explication. C'est l'équipe d'Elite AC qui va ouvrir le score et prendre l'avance dans cette explication et ça va être comme ça jusqu'à la fin de la première période. On aura tout à l'heure peut-être sur ces images l'ouverture du score de cette formation d'Elite AC qui intervient sur cette action, bien entendu. Vous voyez le but, la jeune joueuse qui a permis donc à cette formation de prendre l'avance au score. C'était sur ce centre qui a été transformé et c'était contre son camp. Sur les images, bien entendu. Et donc, en toute fin de première période, Ainovi reviendra au score, bien entendu. Mais avant ça, l'équipe d'Ainovi va pousser pour revenir au score et donc va l'obtenir, bien entendu, en toute fin de rencontre. Les deux équipes vont passer ensuite aux épreuves fatidiques des tirs au but. Voilà sur cette action. Tanguy, vous aurez l'occasion de juger par vous-même s'il y a faute sur cette action-là. De toutes les façons, elle a été concédée et tirée. Et c'est ça qui a donné le but égalisateur. En attendant donc les épreuves fatidiques des tirs au but qui ont été remportés sur le score de 3 tirs réussis pour Ainovi contre 0 pour la formation donc de Elite AC venu donc de Parakou. Il faut préciser que Elite AC pour la saison, ça fait donc, je dirais, 11 matchs disputés pour seulement 2 défaites. Tanguy. Ah oui, et justement à l'occasion, l'arbitre qui a fait parler d'elle à nouveau, Ali Morning. Oui, et je dirais tout simplement que les responsables du football béninois continuent toujours d'encourager la médiocrité puisque c'est cet arbitre qui, pour la plupart des rencontres qu'elle a officiées, fait toujours parler d'elle et donc qui ne fait pas l'unanimité au sein, bien entendu, dans les rangs des acteurs. Et c'est elle, Aurore Ligan, qui a été envoyée donc sur cette explication et hier, elle a encore frappé, bien entendu. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez vu par vous-même sur cette action du coup de pied arrêté qui a permis donc à Ainovi d'obtenir cette égalisation en toute fin de première partie. Et donc ça a été le cas également sur ce pénalty non concédé par la formation d'Elite AC. On va suivre l'entraîneur rapidement et à ce niveau on verra bien entendu les images du pénalty non sifflé. Regardez ce qui s'est passé sur le TT. Si l'arbitre a été impartial, neutre, autre partie de. Les deux équipes se tenaient. C'est une honte, je disais, c'est une honte. Les gens font tout. Ils ne peuvent pas faire une saison pendant plus de 6 mois et en 90 minutes. Ils peuvent perdre un match. Regardez, le tournoi du match, c'est ce pénalty-là. Si vous avez les images, allez le visionner. Et donc, Tanguy, vous avez vu cette image que vous avez bien entendu appréciée. C'était lors de la finale hier entre Elite AC. Peut-être qu'elle a supposé que l'attaquante avait perdu d'avance la balle parce que justement. Non, c'est l'attaquante qui a touché le ballon. Tanguy, oui. On a vu des actions où le joueur n'avait même plus la possibilité de rattraper le ballon. Mais du moment où il est le premier sur le ballon et qu'il y a contact dans la surface de réparation, le règlement est clair, c'est pénalty, il n'y a pas de favoritisme. Moi, je n'ai pas fait une formation en arbitrage. Je donne ce n'est pas une question de faire la formation en arbitrage. C'est la loi du jeu, la loi du football qui est universelle et qui est suivie
aussi bien par les arbitres, aussi bien par les joueurs, aussi bien par les entraîneurs et aussi bien par les responsables. Donc je pense que sur cet aspect, tout le monde est unanime là-dessus. Il y a des légèretés, de contact où l'arbitrage, la loi permet pas de siffler le penalty dans la surface de réparation. Ça c'est pour certaines actions comme des fautes de main où le ballon a touché le corps avant de toucher le bras. Dans la surface de réparation, ce n'est pas un penalty, mais en dehors de la surface, ça peut faire objet d'un coup de pied arrêté. Mais dans la surface, c'est légèreté, la loi a permis donc de les écarter. Ou encore des actions où le joueur n'a pas touché le ballon et que le défenseur peut-être a été assez agressif et l'a touché. Si le joueur, l'attaquant en question n'a pas touché le ballon, là il n'y a pas pénalty. Mais si l'attaquant est le premier sur le ballon, quel que soit le contact, le degré de contact, il y a pénalty du moment où le joueur n'a pas pu poursuivre son action. Épaule contre épaule aussi, hein, on peut le dire. Non, quand il y a épaule contre épaule, ce n'est pas un pénalty. Là, parce que c'est le contact que la loi permet. On a l'impression sur l'image aussi que... non, c'était au niveau du pied. C'était au niveau du pied. Ah d'accord. C'était au niveau des pieds, oui. C'était au niveau des pieds que la joueuse, la défenseuse bien sûr de Dainovi a touché l'attaquant de Elitacé. Voilà donc pour ce qui est de cette ligue professionnelle donc de football au niveau des dames. Le Conseil national des supporters du Bénin a procédé, Ali, en fin de semaine écoulée, à l'inauguration de son nouveau siège. C'est à Cotonou. Bien entendu, quand on a fini de parler donc des joueurs et donc des dirigeants, il faut revenir maintenant à ceux-là qui accompagnent toujours les différentes équipes nationales. Et donc le siège dont on parle ici, c'est le siège officiel du creuset des supporters des différentes équipes nationales du Bénin dont vous parlez ainsi. Tanguy, le local est situé donc dans les encablures du stade de l'amitié général Mathieu Kayokou de Cotonou. Il est composé d'un grand rôle pour accueillir les acteurs, le bureau bien sûr du président. La cérémonie d'inauguration a connu la présence des responsables politico-administratifs, à savoir les chefs des 9e et 10e arrondissements de Cotonou et le directeur départemental Atlantique Littoral des Sports. Suivons ici un extrait des propos des différentes personnalités présentes à cette cérémonie. Comme vous le savez, ce n'est que dans la discipline et l'union que nous allons évoluer. Je pense que vous êtes à féliciter, nous sommes à féliciter parce que le parcours du CNSB, on ne peut pas l'expliquer ici. Nous savons d'où nous venons de très très loin. Et chaque année que Dieu fait, nous ne faisons que grandir. Nous allons grandir plus. Et que la cérémonie de ce soir, Dieu va la bénir et ça sera une victoire pour chacun des membres. Mais s'il y a une grande fierté et une joie que vous aurez parmi vous aujourd'hui pour assister à cette cérémonie forcée, mais qui marquera votre association pendant encore longtemps. Vous le savez très bien que le ministère des Sports ne ménage aucun effort pour apporter son soutien au club, aux fédérations et également à votre institution. Le moment où vous preniez la décision de vous doter d'un local, ceci dénote de la structuration, du sérieux que vous incarnez à travers votre institution. Et cela appelle également des charges. Allez, donc, pour mieux conduire les activités du Conseil national des supporters du Bénin, le président a procédé donc à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du siège de l'institution à l'installation des membres des différentes commissions. Elles sont au total 6 commissions d'appui de 5 membres chacune qui vont accompagner le bureau dirigeant dans la mise en œuvre du plan stratégique donc, de l'institution. On va suivre très rapidement le président à cet effet. Je vous installe ce jour 22 mai 2024 dans vos fonctions. Je pense que vous serez dévoués à la tâche. Nous avons choisi parce que vous êtes capable. On n'a pas choisi n'importe qui. Le bureau exécutif compte sur vous pour la réussite de votre mission. Allez, faut-il le préciser, le Conseil national des supporters du Bénin apporte son appui à toutes les équipes nationales, Tanguy, comme je le disais, du Bénin, toutes disciplines et toutes catégories confondues. Allez, on se retrouve demain. Allez, Moni, merci beaucoup. Et entre-temps, ceux qui aiment bien le sport et ceux qui aiment bien l'actualité des sports, sur Canal 3 Bénin, rendez-vous à 21h, n'est-ce pas? Oui, pour la grande messe sportive. Absolument. Merci beaucoup à vous, Ali. Je vous souhaite une bonne journée, bon préparatif, donc... bon préparatif, donc pour le rendez-vous de 21h. Bien entendu. Mesdames et messieurs, voici maintenant l'invité de ce matin.
Notre invité ce matin, je l'ai annoncé, c'est l'ambassadeur Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au Bénin. Excellence, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci d'être là pour qu'on parle un peu de cette actualité de l'organisation. C'est l'anniversaire de l'institution qui, ma foi, fête ses 49 ans cette année. Excellence, cela fait donc une cinquantaine d'années que cette institution sous-régionale existe. Quelles sont les grandes réussites à votre avis? Merci monsieur, merci pour cette invitation. 49 ans, c'est 59 ans. Donc, il est important de mesurer le parcours de la CEDEAO. Je crois il y a bien sûr déjà le fait de la création de la CEDEAO en 1975 est déjà tout simplement ce qu'on pourrait appeler une suite logique à une intégration historique et géographique de nos populations. C'est-à-dire que nos pères fondateurs ont compris qu'il fallait formaliser la façon dont nos peuples vivent depuis la nuit des temps. J'ai souvent, pour illustrer un peu cette intégration presque naturelle de nos populations, j'utilise souvent le fruit que nous connaissons tous, c'est la cola. La cola ne pousse nulle part au Sahel. Et pourtant, il ne peut pas y avoir de mariage, ni aucune cérémonie, que ce soit un baptême, un deuil. On ne reçoit pas un invité sans cola. Et la cola pousse dans les régions, justement, un peu plus proches de l'équateur, donc dans la zone tropicale humide de la région. Et pourtant, c'est ce fruit qui circule partout. Oui. Voilà, et qui forge notre conscience commune. Et je crois que c'est cela déjà un signe que nos populations et nous avons une vie commune depuis bien longtemps. Et donc, le fait déjà de créer la CEDEAO est une formalisation. Bien sûr, je pense que du point de vue des aspects qui fondent l'intégration, c'est-à-dire le fait de travailler à ce que 15 États membres, 16 au départ, 15 maintenant, donc puissent assurer une libre circulation des biens et des personnes, s'assurer d'un certain nombre de normes communes à l'ère moderne, et bien sûr travailler au développement d'une communauté, et ceci aussi, à partir des années 90 et 2000, adossé à un projet politique aussi commun, c'est-à-dire un projet démocratique. Voilà un peu ce que la CEDEAO est en train de réaliser, malgré tous les défis, bien sûr, auxquels nous sommes confrontés. Le chemin est là, il n'est pas linéaire, mais il est bien connu et bien tracé. La vision est très claire. Maintenant, la vie des nations, la vie des communautés est toujours a toujours été ce qu'elle est. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il va falloir jouer avec les méandres. Absolument. On a souvent présenté l'organisation comme la mieux réussie, en tout cas sur le continent. D'ailleurs, même cela attire beaucoup de monde. Le Maroc frappe incessamment à la porte, même si déjà elle a beaucoup de chances d'y intégrer. Même si aussi d'autres sont en train de partir ou d'autres sont partis. Je veux parler de la Mauritanie, par exemple. Quel est le secret de l'organisation pour tenir aussi longtemps que ça et avoir, comme qui dirait, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, autant de résultats? Non, je pense que c'est le fait que l'organisation est déjà suivre les traces. La création de la CEDEAO, en fait, suit les traces de l'histoire et de la géographie de la région. Et vous verrez que, d'ailleurs, pour beaucoup d'aspects, je dirais, de paix et de sécurité, et même de développement, on enjambe un peu sur l'Afrique centrale, parce qu'il y a une partie du Tchad et du Cameroun qui ont des caractéristiques de l'Afrique de l'Ouest. Donc souvent, pour réussir ces projets-là, il faut nécessairement associer ces pays-là. Donc ce qui veut dire que, de mon point de vue, si la CEDEAO est arrivée là, elle est arrivée,
c'est parce qu'elle a su suivre les lignes donc, de ce que je pourrais appeler donc, les règles de la géographie et de l'histoire qui nous ont amenés à accepter que nos peuples ne peuvent pas faire autrement. Bon, au niveau de l'Union africaine, bien sûr, nous formons le bloc le plus important, peut-être le bloc qui a eu le plus de réussite dans une certaine mesure, et je dis encore, malgré tous les défis, les gens viennent toujours apprendre chez nous. La preuve, hier, il y a une délégation de l'IGAD, donc les gens de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique, qui sont venus s'inspirer d'un certain nombre de nos politiques. Donc, cela, et pour avoir été à l'Union africaine pendant presque 2 décennies, je peux en témoigner, que la CEDEAO est en fait, pour dire les choses plus simplement, la CEDEAO à l'Union africaine, en fait, souffre de ce que je pourrais appeler un complexe d'antériorité. Donc, vous voyez un peu, bon, nous sommes sur le bon chemin malgré les difficultés. Alors, donc, c'est l'anniversaire chez vous. Bon anniversaire. Les gâteaux seulement, on va couper et puis c'est fini. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, bon, c'est le 49e gâteau qu'on va couper. Bon, bien sûr, mais comme j'ai dit tantôt, c'est 50-1. Parce que notre horizon, c'est bien sûr le jubilé de l'année prochaine, qui nous permettra véritablement d'entrer dans je dirais dans le vif du sujet d'une évaluation sans complaisance de ce qui a été fait, ce qui n'a pas pu l'être, les défis auxquels nous sommes confrontés. Et parmi ces défis, il y a bien sûr cette terrible secousse que constitue le besoin d'accélérer donc la prise en compte ou la prise en charge des désirs et des préoccupations de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles nous travaillerons. Alors ici au Bénin, comme d'habitude, moi j'ai fait le pari de la jeunesse. C'est comme l'année dernière, on a encore bien sûr une situation qui prévaut dans la sous-région depuis quelque temps. Donc nous devrons en tenir compte pour l'animation de ces journées. C'est pour cela qu'on aura un forum à l'université, un forum multi-acteurs, donc qui permettra de réfléchir sur le thème. Et le thème de cette année, c'est bien sûr l'unité pour la paix et la sécurité. Et donc, pour les raisons que vous savez, nous sommes obligés de nous intéresser, de nous interroger sur les défis à l'unité de la sous-région. Nous avons prévu un forum de 2 jours, multi-acteurs, parce que simplement, il y a plusieurs intervenants, plusieurs parties prenantes dans l'intégration. Il y a les institutionnels. Moi, vous, en tant que journaliste, donc, qui vous intéressez à ce que nous faisons, mais il y a surtout ceux qui sont confrontés tous les jours au principe de l'intégration et à ces règles, c'est-à-dire le transporteur, le transitaire, bien sûr le voyageur. Donc, ce sont des gens qui sont des acteurs de tous les jours, le commerçant, et ces gens-là ont besoin de se faire entendre et de se faire écouter. Alors, ils seront là. Nous autres qui sommes les institutionnels, c'est-à-dire représentants des États membres et représentants de la Commission, nous allons aussi présenter les choses. Et de l'autre côté, vous avez aussi ce qu'on appelle les sachants, c'est-à-dire les universitaires qui travaillent sur le formel des choses en théorie et bien sûr, après tout, dans l'analyse de la pratique. Donc voilà un peu autour de quoi nous allons travailler pour ce forum, mais sur ce que la CEDEAO essaie de réaliser en termes de paix et de sécurité, en termes de gouvernance et bien sûr en termes d'intégration économique. Maintenant, les autres aspects, c'est comme j'ai dit, c'est toujours le pari de la jeunesse. Nous aurons un concours d'art oratoire avec 4 universités donc qui vont compétir à ce niveau-là. Nous avons déjà le génie en herbe aussi qui a démarré et nous avons eu les phases éliminatoires. Nous aurons la finale donc qui va se jouer.
Et l'autre activité, c'est bien sûr l'activité sportive dont votre journaliste sportif m'a parlé tout à l'heure. Voilà, Moumini a parlé tout à l'heure. Donc, nous avons un match de gala qui va le samedi opposer les deux ministères donc de l'économie et des finances et des affaires étrangères à une équipe de la CEDEAO, constituée bien sûr de la représentation et de ce qu'on appelle les ressortissants, l'union des ressortissants de la CEDEAO. Voilà un peu le programme. Et bien sûr, demain, nous aurons la réception diplomatique donc, qui sera le moment officiel au niveau du Palais des Congrès pour recevoir la communauté, les institutions de la République du Bénin et bien sûr la communauté diplomatique et les amis de la CEDEAO. Je vois que vous avez beaucoup d'activités prévues, ça va prendre toute la semaine. Bon, c'est un pari que je fais depuis l'année dernière. C'est ma deuxième année dans ce pays. Parce que, en fait, il faut bien que ce pour qui nous travaillons, c'est-à-dire nos populations, sachent ce que nous essayons de faire. Et non seulement sachent ce que nous essayons de faire, mais aussi qu'on essaie de mettre en valeur ce que les populations aussi font. Dans la mesure où mon credo, il est simple, la CEDEAO est présente dans notre vie quotidienne, mais peu d'entre nous le savent. Donc, c'est le pari de la visibilité de la CEDEAO. Alors, Excellence, je vous ai entendu revenir plusieurs fois sur les défis qui attendent la CEDEAO aujourd'hui. Qui sont-ils selon vous? Bon, l'intégration est un processus par lequel nous devons lever beaucoup de défis. Le premier des défis, c'est bien sûr ce qui est inné à un État. Tout État, quelle que soit son ouverture, quelle que puisse être sa volonté, est toujours jaloux de sa souveraineté. C'est naturel. L'existence de l'État est liée à la souveraineté. Et donc, le fait pour un État de devoir renoncer à une partie de son impérium sur son propre territoire et sur ses propres populations au profit d'une organisation régionale est déjà un défi. Donc, il faut travailler à ça, que nos États acceptent tous les jours que l'intérêt régional donc, est aussi l'intérêt national. Et bon, mais c'est un travail de tous les jours. Bien sûr, nous avons les défis que vous connaissez, la paix et la sécurité dans les régions. Il ne peut pas y avoir de développement dans la peur. Tant que les populations auront peur, elles ne pourront pas travailler. Donc, ça, c'est un point que la CEDEAO a compris depuis très longtemps, depuis les années 90. Et vous vous souvenez un peu de l'effort qui a été fait pour prendre en compte ces aspects-là, c'est-à-dire paix, sécurité et gouvernance, avec le protocole de 2001 et bien sûr, avant, en 1993, le traité révisé de Cotonou, dont nous avons célébré l'année dernière le 30e anniversaire. Donc, nous avons ces défis-là qui sont devant nous. Et bon, ces derniers temps, nous avons bien sûr de nouveaux défis. C'est pas pour rien qu'on a choisi le thème de l'unité pour célébrer cette année. Bien à propos, parce que l'actualité, ma foi, elle se présente avec beaucoup d'urgence. Et on a l'impression que la CEDEAO, en tout cas la conférence des présidents, reste un peu sans solution. Commençons déjà par, puisque vous avez parlé d'unité, cette question des États de l'AES. On a l'impression que la CEDEAO ne sait pas comment est-ce qu'elle va se comporter avec ces États. Et dans leur posture actuelle. Alors, je pense qu'il y a une précision à faire à ce niveau sur la question de l'AES. La création de l'Alliance des États du Sahel, pour ma lecture personnelle, je considère ne devrait pas être seulement lue sous cet angle je dirais, d'une espèce de création d'une nouvelle organisation. Pour la bonne et simple raison suivante. Vous savez, dans un processus d'intégration qui regroupe plusieurs États, il est prévu
Et il est même recommandé que ceux d'entre ces États en mesure d'aller plus vite, plus loin dans l'intégration le fassent. Et c'est bien sûr, vous avez l'existence de l'UEMOA dans la CEDEAO. Vous avez l'existence du Conseil de l'Entente dans la CEDEAO. Vous avez le Manu River qui est dans la CEDEAO. Bon, il est vrai que le contexte est différent. Je vous le confirme. Ici, au-delà de la création, on a parlé de départ aussi. La CEDEAO, c'est quand même assez singulier. Je suis totalement d'accord, le contexte est différent, mais je voulais faire cette précision d'abord. Le contexte est là, et nous le savons, c'est un défi difficile. Il y a 3 de nos États membres qui font face à des défis et qui pensent que la communauté n'a pas fait assez pour les aider. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il est vrai qu'ils ont pris des décisions fortes, très fortes, et sur lesquelles, bien sûr, nous avons, en tant que communauté, une responsabilité du point de vue des décisions à prendre. Parce que c'est pas rien que des pays décident d'annoncer, parce que je pense aussi qu'il faut faire les précisions nécessaires, d'annoncer le départ de la CEDEAO. Mais nous considérons que il y a un effort qui doit être fait de notre part en tant que CEDEAO, de la part de nos dirigeants, et qui l'ont fait d'ailleurs. C'était difficile pendant un moment, c'est-à-dire entre le moment du coup d'État au Niger et le 24 février de cette année, il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de choses se sont passées, et bien sûr nos chefs d'État ont pris la décision de lever les sanctions sur ces pays et essayer de tisser de nouveaux liens qui iront vers un peu une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Mais je dois le dire, nous sommes un projet de communauté économique et politique. Et donc tout ça est fondé sur ce que j'appellerais que la CEDEAO, qui se veut un espace intégré dont le leitmotiv est la satisfaction des besoins de ces populations et de ces peuples dans un cadre démocratique. Je pense qu'il y a lieu de le réaffirmer. La CEDEAO n'est pas seulement un projet d'intégration économique, c'est aussi un projet politique démocratique. Justement, parlant de projet politique, il y a tellement de sujets sur lesquels on a bien envie de vous entendre. Il y a donc le sujet de la monnaie unique qui, ma foi, est passé... On a l'impression aux oubliettes après les successifs renvois des échéances. On a bien l'impression que c'est un os assez dur pour la CEDEAO de finir par décider une monnaie unique pour ses États membres. Moi, je pense je ne sais pas si vous avez suivi le processus à l'Union européenne, le processus de l'émergence de l'euro. Il n'y a rien de nouveau, c'est-à-dire que c'est un processus extrêmement compliqué. On se disait que l'euro aurait pu inspirer la CEDEAO, que les États-Unis auraient pu inspirer la CEDEAO. Bien sûr, on s'en inspire. On s'en inspire en tenant compte, bien sûr, de nos propres réalités. Le problème, c'est que la question monétaire est une question difficile. Bon, et donc, ce qu'il y a, c'est que, c'est vrai, on a reporté plusieurs fois. Aujourd'hui, on a une nouvelle échéance qui est 2027. Tout à fait. Bon, les gens travaillent sur un certain nombre de textes liés donc aux convergences, aux critères de convergence. Parce que c'est là aussi où se situe le problème. Vous ne pouvez pas aller vers une monnaie unique à moins d'avoir au préalable et comme condition donc un certain nombre de convergences, c'est-à-dire le déficit budgétaire, un peu les taux d'inflation, un certain nombre de critères sur lesquels il faut s'entendre au plan macroéconomique avant d'arriver à quoi que ce soit. Et je crois que c'est le plus difficile. Et bien sûr, n'oublions pas aussi que nous avons été victimes de chocs extérieurs. Ces chocs extérieurs nous ont... je pense au Covid, à toute la situation que vous connaissez depuis quelques mois, les conflits qu'il y a dans le monde, les grands conflits d'aujourd'hui. Regardez simplement le problème que pose un peu la cherté
d'un certain nombre de produits liés à la multiplication par 2 des frais de transport, par 2 ou 3. Donc tout ça, c'est des éléments qui impactent nos économies et nos pays, donc qui ont besoin à tout moment de se réajuster. Et je pense c'est cela aussi qui retarde le processus. Si je ne vous pose pas cette question, les téléspectateurs béninois m'en voudraient bien. On a vu quand même le Bénin très solidaire des décisions prises par la CEDEAO à l'occasion du coup d'État intervenu le 26 juillet 2023 à Niamey et au Niger. Seulement que maintenant qu'il faut faire face aux conséquences, le Bénin a l'impression, en tout cas les Béninois ont l'impression que le pays seul doit régler son problème avec Niamey et que la CEDEAO est devenue totalement tafoune. Nous étions, je crois, le Parlement de la CEDEAO hier qui s'est réuni, qui a sorti un communiqué exhortant les 2 pays à privilégier la voie du dialogue. On a l'impression que l'institution a poussé le Bénin, je dois dire, dans des situations assez compliquées face au Niger et puis s'en est lavé les mains. Non, je ne pense pas qu'il faille voir les choses sous cet angle-là, non. En fait, ce qu'il faut reconnaître, c'est le sacrifice que le Bénin a consenti dans cet épisode. Un énorme sacrifice. Et ce sacrifice, nous le saluons en tant que communauté. C'est un sacrifice qui est à la hauteur de l'engagement du pays pour l'intégration et pour les principes pour lesquels nous sommes ensemble. Je pense que nous l'avons dit, nous l'avons souligné partout. Bon, l'ensemble des membres de la CEDEAO sont solidaires de ces sacrifices du Bénin. Il se trouve que, en fait, le Bénin est la porte d'entrée naturelle et d'entrée et de sortie du Niger au plan du commerce. Et effectivement, il y a eu et il y a encore quelques tensions, quelques difficultés donc, entre les 2 pays sur un peu la réouverture des frontières malgré la décision du 24 février. Bon, nous savons exactement ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, c'est la décision qui a été prise à Kano par nos parlementaires. Et n'oublions jamais que les parlementaires ont leur rôle à jouer aussi. Ils ont souvent des réseaux de résolution des conflits que peut-être d'autres n'ont pas, ni la Commission, ni les autres institutions de la CEDEAO. Et donc, donnons-leur la chance de faire en sorte de mettre un peu un terme à ces tensions. Et la conférence des présidents. Non, parce qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où le Parlement s'est engagé à travers une commission ad hoc de médiation et de facilitation, bon, je considère que ils auront après à mettre sur la table des chefs d'État un peu les résultats de leur action. Mais ils ne sont pas restés inactifs. Ah oui. Bon, mais il y a des choses dont on ne parle pas sur la place publique. Il y a un travail qui se fait. Parce que tout le travail est un travail de retour à la confiance. Et le retour à la confiance ne peut se faire sur la place publique. Croyez-moi, il y a de l'action. Mais de l'action dont il faut, à laquelle il faut donner sa chance en termes de temps. J'ai beaucoup de questions, hein. Malheureusement le temps il est complètement parti. J'ai des questions sur l'immigration, j'ai des questions sur le défi des coups d'État, même si Abuja a quand même essayé de freiner un peu ce vent qui souffle sur l'espace CEDEAO, oui. Non mais bon, nous constatons ces choses-là. Vous savez, il est aujourd'hui, et je pense que l'anniversaire sera l'occasion, les 50 ans, ce sera le moment de faire un petit point vraiment de tout ça. À la limite, je pense que ce sera une introspection. Okay. C'est ce que nous pensons. Les dirigeants de la région ont besoin de renouveler un peu la confiance par rapport au peuple sur les chemins de l'intégration. Et bien sûr, nous avons des États membres qui ont des difficultés politiques internes qui sont réelles. Hein. Les histoires du 3e mandat, mais c'est des choses réelles. Sur les jeux, c'est des choses réelles. La CEDEAO, je vous le dis et je l'affirme ici,
en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant que simple citoyen de cette région, la CEDEAO ne sera pas à l'abri de réformes profondes pour continuer son chemin. Il nous faut nous interroger sur notre futur. Parce que après 50 ans, il faut vraiment réfléchir. Il faut s'interroger. Absolument. Ambassadeur Amadou Dieng, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes représentant résident de la CEDEAO au Bénin, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous étiez sur ce plateau pour qu'on parle prioritairement de cette 49e anniversaire de l'organisation, avec beaucoup d'activités prévues tout au long de cette semaine. Donc même, pour finir, un match de gala entre l'équipe jumelée du ministère des Affaires étrangères, de l'économie et des finances face justement à l'équipe de l'Union, je dois dire des nationalités résidentes au Bénin. Encore une fois, merci beaucoup d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie pour cette plage. Merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses déjà passées par ici. On va marquer la pause. Coucou mes Warriors, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
célébrez votre maman avec des prix doux. Cette année, montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien. Chez Distrimax, nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner. Du mixeur pour ses délicieux smoothies matinaux au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même. Trouvez le cadeau parfait pour votre maman ici. Jusqu'au 31 mai 2024, faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux. Rendez-vous chez Distrimax, Cotonou, Calavi et Porto-Novo. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison chap-chap. Info 99 18 47 47. Simplifiez la vie de votre maman à des prix que vous adorerez. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Cette année, faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifient la vie au quotidien. Chez nous, trouvez tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison. Des lave-linges Samsung intelligents pour une lessive sans effort. Des bouilloires pour des matins parfaits. Des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clin d'œil. Des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore. Et ce n'est pas tout. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers. Offrez-lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez. Venez dès aujourd'hui dans votre showroom Néo et Allo de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères. Produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois. Service après-vente et livraison disponible. Contact vendeur 60 00 66 66. Parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux. Joyeuse fête, maman. Franck Aounou, bonjour. On va parler dans votre commentaire ce matin de prolongation de transition dans les pays de l'AES. 2 pays sur 3 composant justement cette nouvelle organisation dans la sous-région décident de prolonger la période de la transition. Cela suscite des débats. En quoi est-ce que cela gêne, Franck? Tanguy, vous vous rappelez certainement, dans l'une de nos analyses par ici, il y a quelques semaines, eh bien, nous nous sommes préoccupés de ce qui se passait dans les pays où sont intervenus les coups d'État dans la sous-région, se demandaient si ces jeunes au pouvoir ne se fourvoyaient pas un tout petit peu par rapport à ce qu'ils ont fait savoir aussi bien aux populations qu'à la communauté internationale en renversant les présidents d'alors. La suite des événements aujourd'hui nous donne raison de croire qu'au-delà des alibis fortement brandis par ces militaires, il y avait peut-être d'autres idées derrière la tête ou que carrément ils n'ont pu être résilients par rapport à la tentation qui s'empare des dirigeants qui, une fois parvenus au pouvoir, n'aiment plus lâcher l'affaire. Nous voici maintenant de plein pied dans les bonus que s'offrent les jeunes au pouvoir qui, au départ, ont promis redresser tout, mettre de l'ordre dans ce qui était dans le désordre pour remettre le pouvoir aux civils en un temps record. Mais à la date d'aujourd'hui, non seulement ils n'en ont pas fini avec les problèmes de l'insécurité, les problèmes de gabégie, mais aussi ils commencent sérieusement à prendre du goût au pouvoir, la chose politique. C'est d'abord Assimi Goïta qui a donné le top avec une série de mesures liberticides qui contraignent les partis politiques au silence et même la presse à être muette alors que ces entités ont soutenu, disons au départ en quelque sorte, leur arrivée au pouvoir parce qu'elles croyaient en un changement réel. Ensuite, au Burkina Faso, avec le jeune militaire au pouvoir qui s'est offert une prolongation de 5 ans, recommandation de prétendues assises nationales qui sont passées très vite. Seul le CNSP au Niger n'est pas encore passé aux aveux, mais cela ne saurait tarder. Elle viendrait à coup sûr. On ne sait juste pas
quelle forme ou quelle formule elle prendra, dans tous les cas, c'est désormais clair dans les esprits des Africains et la communauté internationale. Ces hommes en armes qui disaient prendre la tête des pays pour régler des problèmes spécifiques évoqués n'y sont pas toujours allés pour apporter le salut au peuple ou pour les sauver des griffes de dirigeants qui gèrent mal leur pays. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest semble avoir vu le mal de loin et a voulu arrêter la saignée, mais s'y est très mal prise. C'est une réalité patente aujourd'hui que le coup d'État n'est nullement la solution au problème des pays africains qui traversent d'énormes difficultés. C'est d'ailleurs pourquoi au Mali, il y a une levée de boucliers dans le rang des acteurs politiques contre les ambitions perçues de Assimi Goïta. Les mesures ont été prises tout de suite et pour les contenus, ce qui est déplorable et dommage. Dans cette situation, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ce qui se passe dans les pays qui ont connu des coups d'État est plus que condamnable. Que ce que font certains présidents très peu respectueux de la volonté des peuples et des tests dans le pays, c'est du pareil au même. Dans l'un ou l'autre cas, on est en présence d'opportunistes et d'arrivistes qui ont commencé par s'amuser avec l'intelligence des peuples. Ils sacrifient les intérêts de tout un peuple sur l'autel de leur envie de s'accrocher au pouvoir. Au Tchad, au Burkina Faso, en Guinée ou encore dans les autres pays du même statut aujourd'hui, les militaires sont dans le même, sinon dans la même dynamique. C'est pourquoi de façon intelligente, Assimi Goïta et ses frères d'armes du Burkina et du Niger se sont soustraits subtilement de la CEDEAO pour créer l'Alliance des États du Sahel, AES, afin de ne plus faire face aux contraintes de tests sous-régionaux, et ce qui pourrait constituer un blocage pour leur projet savamment conçu. C'est ni plus ni moins de la conspiration contre ces peuples qui voulaient un changement et non des hommes qui voudraient eux aussi venir prendre leur part du gâteau et partir. Ce qui fait mal dans tout cela, Tanguy, des cadres qui y étaient des pionniers dans la défense des intérêts de leur pays participent aujourd'hui à coup sûr aux efforts faits par les dirigeants qui se sont succédés pour asseoir les institutions. Aujourd'hui, tout est aux arrêts. Ces pays fonctionnent au bon vouloir de ces militaires, prolongation de la période de transition, élection de putschistes en tant que président de la République à l'issue d'élections et autres stratagèmes pour rester au pouvoir. C'est ainsi qu'on peut caricaturer aujourd'hui la situation dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et ailleurs. Est-ce là la solution à nos problèmes? À quand le réel développement de l'Afrique et surtout à l'avènement d'institutions fortes capables d'arrêter des dirigeants, fussent-ils civils ou militaires, dans leur dérive? Question, Tanguy Agoy. Merci beaucoup à vous, Franck, pour donc, ce commentaire. William, bonjour. Bonjour. Riche, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est une nouveauté, le riche, les transitions qui se prolongent? Je suis surpris que vous soyez surpris, justement. Ah non, moi je ne suis pas surpris, mais pour la question, est-ce qu'il faut être surpris par la prolongation de ces transitions? On a vu. Absolument pas. Le ton était y a donné depuis très longtemps. On a constaté d'ailleurs même, quand on parle aujourd'hui de prorogation de la transition, on sait que ce n'est pas la première prorogation. Celle-ci, elle est officielle. Mais bien avant, quand ils étaient venus, on avait parlé de quelques mois. Les quelques mois sont passés à quelques autres mois. Et aujourd'hui, on se retrouve dans des formes de prorogation officielle. Moi, je pense que les arguments avancés peuvent être justes d'une certaine manière, mais qu'on le veuille ou non, la promesse qu'on fait au peuple doit rester une promesse ferme. Et chaque personne qui prend, ou du moins qui devient autorité d'un pays, doit pouvoir respecter, tenir sa parole et pouvoir rester droit dans ses bottes pour pouvoir faire respecter tout ce qui a été dit. Dans le cas tout à l'heure, j'ai un peu souri quand le chroniqueur a dit que le Mali a donné le top, le Niger a suivi. Le Mali a toujours donné le top, justement, aussi avec le coup d'État. Le Niger a suivi dans le coup d'État et le Niger, et le Burkina a suivi, pardon, et après le Niger. Donc, nous sommes toujours dans la même chronologie. Le Mali a fait sa prorogation, même si aujourd'hui on parle d'un État fantôme, en fait d'un gouvernement fantôme qui viendrait défier la junte militaire. On ne sait pas ce que ça va donner. Le Burkina Faso emprunte pas, parce qu'on a parlé d'un dialogue national, mais ce dialogue national qui devrait durer 2 jours n'a duré que l'instant d'une mi-journée, et très rapidement on est passé à ce que nous avons eu aujourd'hui comme résultat. Ceci étant, on se pose la question de savoir, est-ce que
aujourd'hui, ceux-là qui ont pris les armes pour vouloir changer quelque chose sont vraiment en train de donner l'image que l'Afrique veut d'eux? C'est la première question qu'on doit se poser. La deuxième question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ces hommes en uniforme donnent la sensation, ou du moins l'impression, que quand on veut résoudre les problèmes par les armes, est-ce qu'on atteint réellement le but? Non. Aujourd'hui, le résultat est là. C'est vrai que ce sont des pays enclins à l'extrémisme violent, au terrorisme. Et leur arrivée à un moment donné était vraiment applaudie. On s'est dit, il était temps qu'on fasse, ou du moins qu'on retourne la situation et qu'on fasse rendre gorge à ces hommes qui font une guerre asymétrique aux populations. Je parle du terrorisme, de l'extrémisme violent, ceux-là qui déciment, ceux-là qui incitent la peur au sein des populations, ceux-là qui déciment la population. Quand l'armée est venue, l'armée a pris le pouvoir, à un moment donné, on s'est dit, ouf, parce que nous avons vu l'exploit de Kidal, ça reste quand même l'une des prouesses du Mali, par exemple, parce que quand nous prenons les cas, et analysons-les aussi, quand nous prenons le cas général, analysons-les aussi cas par cas. Nous avons vu l'exploit de Kidal, parce que pendant longtemps, pendant des années, on a vu plusieurs opérations qui ont été déployées dans le nord du Mali, mais Kidal est resté une cité imprenable pendant longtemps, avec Assimi Goïta, avec tout le dispositif que la junte a apporté au Mali. On a vu comment Kidal a été récupéré et comment aujourd'hui les populations ont senti une bouffée d'oxygène à ce niveau. Ça, c'est une prouesse de la junte de pouvoir. Parce que autant nous disons qu'il y a des choses à leur reprocher, autant de reconnaître qu'il y a eu un travail qui a été fait, un travail positif. De regarder du côté du Burkina aussi, on a vu les frappes chirurgicales qu'il y a eu à un moment donné, et on a senti qu'effectivement, il y a une concertation entre les pays de l'AES pour pouvoir travailler de commun accord, et cette concertation ne devrait pas se limiter à l'AES, parce que l'extrémisme violent, le terrorisme, c'est un problème général pour l'Afrique. On devrait normalement, tous les pays devraient se donner la main, se concerter, se donner les informations nécessaires pour pouvoir travailler en synergie d'action. Mais aujourd'hui, quand on laisse ce côté sécurité, qu'est-ce que la junte au pouvoir apporte aux populations? Si ce n'est pas que on sent une sorte de confiscation du pouvoir, si on ne sent pas une sorte de militarisation du pouvoir, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et quand moi j'entends dans les documents, ou du moins dans les résolutions, que oui, au terme justement de cette transition déjà prorogée, que le président désormais du Faso peut être éligible. Son Premier ministre peut être éligible. Le président de l'Assemblée nationale peut être éligible à l'élection. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller tout doucement vers le scénario de la Côte d'Ivoire où nous avons connu quelque chose qu'on appelait le balayeur balayé. Je m'en tiens là. Oui, Eric, est-ce qu'il faut être surpris? Non, du tout pas. Dans la mesure où nous parlons des régimes militaires. Et toutes les décisions qui sont prises sont aussi injustifiées que la façon dont ils sont venus au pouvoir. Moi, je pense que cette transition prolongée, elle est injustifiée et difficilement soutenable, dans la mesure où nous étions partis avec les promesses de ces militaires de faire des transitions courtes. Eux-mêmes, ils avaient donné des agendas et on se rend compte aujourd'hui, au fil des jours, qu'ils ne sont pas en train de respecter cet agenda. Avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, à la faveur d'une rencontre populaire, n'est-ce pas, on s'est donné carrément un mandat, puisque on est parti pour 5 ans, avec une possibilité justement d'être candidat, voyez-vous. Je pense qu'on est en train de nous construire petitement, comment on dit, un régime qui va véritablement s'installer pour un bon moment. On a évoqué des raisons sécuritaires, on a même conditionné le fait que si entre-temps on arrivait à trouver vraiment des solutions pour les problèmes sécuritaires, on pourrait
pourrait justement anticiper avec l'organisation des élections. Et c'est si, donc ça veut dire que soi-même on peut après estimer qu'on n'a toujours pas trouvé des solutions pour les problèmes sécuritaires et reconduire véritablement avec la machine. Je pense que c'est ce qui est un peu désolant dans la façon dont les militaires gèrent ces pays qui restent encore des États démocratiques, puisque cela n'a pas changé. C'est vrai, ils étaient venus avec beaucoup d'ambition de pouvoir trouver des solutions. Après, on se rend compte que le pouvoir a commencé par les séduire, les avantages du pouvoir également, et que cela progresse. Attendons de voir véritablement si après ces années, est-ce qu'ils pourront véritablement trouver des solutions? Est-ce qu'ils pourront passer maintenant la main aux civils et pour la continuité d'exercice du pouvoir? Ça reste des questions. Vous savez, parfois, quand je me dis, c'est ce même peuple qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré en fonction de sa durée. Est-ce qu'on n'est pas en train de commettre la même erreur en soutenant un régime militaire parce qu'on nous a fait voir des images où c'est venu du peuple et que le peuple voudrait même que ça soit 10 ans et que ce sont même les militaires qui ont estimé que 10 ans c'est trop, il fallait limiter ça à 5 ans. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de nous construire petitement un autre Blaise Compaoré à la tête de Burkina Faso? Toujours est-il que avec les régimes militaires, il faut s'attendre à tout. Ailleurs, on a vu des partis politiques qu'on a dissous, des organisations de la société civile qui ne fonctionnent pratiquement plus, parce qu'on a estimé que dans ce pays, c'est la décision qu'il fallait véritablement prendre pour faire évoluer les choses. William. Donc, nous restons observateurs, mais pas surpris. William? Non, je ne dissocie pas le comportement actuel des putschistes au pouvoir, des présidents démocratiquement élus et supposés très légitimes dans notre espace ouest africain ou sur notre continent. Des gens ont trouvé des nouvelles républiques qui les ont amenés à faire 3 mandats. Donc c'est le même crime pour moi que le fait de proroger une transition militaire. Et quand on dit que Goïta a inauguré, est-ce que cette fois-ci c'est Goïta qui a inauguré? La première transition prorogée, c'est celle du 1er octobre 2022 de Mahamat Idriss Déby Itno, qui 1 an et demi après le décès de son père et sa venue manu militari avec l'onction et la bénédiction des chancelleries occidentales, en fait, c'est ce jour-là qu'il a décidé de se donner au moins 2 ans pour aller aux élections. Là-bas, ça a été applaudi, il a été éligible, il a été élu à 61%, on a applaudi. Pourquoi le cas malien devrait gêner alors, si tant est qu'on est extrêmement accroché aux valeurs démocratiques, ou le cas du jeune Traoré, qui pour moi, il faut faire la différence, quand on dit AES, moi je mets vraiment une nette différence entre les pays. Le Mali et le Burkina, ils ont connu 2 coups d'État simultanés, il y a eu des crises au sein des casernes qui se sont répétées à la tête du pouvoir politique. Il y a des problèmes d'idéologie, il y a une dissension interne, il y a un leadership militaire né de jeunes gens qui s'offusquent de ce qui était fait jusque-là. Contrairement au bruit de vote qu'il y a eu au sein de la garde présidentielle au Niger, une garde présidentielle venue au pouvoir avec une série de décisions, et aussi même au sein des 2 qui ont connu la même histoire, Burkina et Mali, je fais la démarcation entre le bilan palpable et remarquable d'Assimi Goïta et ce qui essaie d'être fait du côté de Traoré. Quand j'ai fini de dire ça, je dis que quand on laisse le Tchadien, on le trouve dans toutes les anses ou dans tous les droits de perpétuer cette dynastie Déby Itno à la tête du Mali, de trouver que ce sont les seuls à même de gouverner les Maliens. Quand on pense qu'il faut légitimer le Gabonais, tout se passe en douceur avec lui, on ne juge pas. Là-bas, il n'a pas encore prorogé, mais il est éligible. Il est éligible. Sa transition, elle est admise, elle n'est pas vouée aux gémonies. Pourquoi on fait du 2 poids 2 mesures pour des situations qui, très identiquement, ont des similitudes évidentes, palpables, flagrantes? Moi, je pense qu'il n'y a pas à se cacher derrière le bout de son nez. Des gouvernants
légitimement et légalement élus à la tête de leur pays s'offrent du temps, ils font réviser des constitutions qui leur ajoutent des jours à leur mandat présidentiel initial, 2 mois ou je ne sais quoi. Ils font interpréter des nouvelles républiques qui leur permettent de briguer des 3e mandats. Des putschistes en font de même. Les gouvernants démocratiquement élus remettent tacitement leur pays à des chancelleries occidentales qui ont le lead, qui ont le pouvoir, ont la décision. Les militaires, ils arrachent leur pays de certaines chancelleries occidentales, mais vont remettre ça à des puissances, d'autres puissances à des Russes. Ils font les mêmes choses, juste que certains sont en kaki, d'autres ne le sont pas. Ils sont tous les mêmes à la tête de nos États. Ils font les mêmes choses, ils ont les agissements, ils font du mimétisme bien organisé et légèrement adapté en fonction de leur territoire et en fonction de leurs intérêts. Et pour ça, eux tous, je décris leur propension, eux tous, à s'accrocher au pouvoir. Montesquieu a dit que toute personne qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Ils sont tous dans l'abus. Et donc, pour ça, pour moi, il n'y a pas événement. C'est désormais la norme. On a érigé ce dévoiement comme une norme. Et c'est dommage pour les peuples qui n'aspirent qu'à mieux être. Oui, au-delà de tous ces éléments que les collègues ont souligné, moi, je pense que c'est l'expression d'une certaine peur de ces militaires, la peur que ce qu'ils sont en train de construire soit, disons, enfin, tombe comme un château de cartes un beau matin. Parce que si vous avez, vous êtes en train de construire, vous avez fait la fondation, la façon dont ils sont arrivés au pouvoir, pour eux, c'est qu'il y a une nouvelle organisation qui se met en place. Et donc, quitter très tôt le pouvoir, remettre très tôt le pouvoir aux civils, est parti, c'est un peu comme si ils n'ont pas la certitude que ce qu'ils sont en train de faire là, ça va être sauvegardé, ce qu'ils sont en train de construire, et qu'ils font croire à tout le monde que c'est la meilleure des solutions aujourd'hui au niveau de leur pays, que c'est la meilleure des choses. Eh bien, ils ont peur que cela soit revu. L'autre chose, eh bien, les jeunes au pouvoir ont besoin de rassurer la nouvelle puissance à laquelle on va baiser les mains chaque matin pour prendre des armes, à laquelle on va faire allégeance. Lorsqu'on a fini de régler le cas des Français, on s'est tourné vers la Russie. Et donc, il faut rassurer ce partenaire-là qui investit énormément, qui dépense pour amener des armes dans ces pays-là. Et donc, pour cela, on a besoin de rester, parce que aucune Russie, aucune puissance étrangère n'a la certitude que si des politiques viennent au pouvoir, qu'ils ne réviseront pas les accords qui sont aujourd'hui signés, qui permettent à ces pays d'avoir des armes sophistiquées pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que les bases légales ils sont bien posés pour qu'à leur départ, ils puissent, enfin, ce qu'ils sont en train de faire là, puisse être perpétué? Je ne crois pas que ces militaires aient la certitude aujourd'hui. Mais au-delà de tout ça, c'est que les militaires au pouvoir se comportent aujourd'hui comme les seuls intelligents. Et c'est là que j'ai peur un peu pour eux. Parce qu'au même moment, vous êtes en train de vouloir régler des problèmes, vous pouvez en créer. Je ne suis pas sûr que, d'abord au niveau de la population est divisée. Ceux qu'on a renversés, ils ont toujours les leurs dans la population. Au niveau même des casernes, je ne crois pas que tous les militaires groupent ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au niveau du Mali, que ce soit au niveau du Burkina Faso et peut-être bientôt au niveau du Niger. Il y a toujours des dissidents, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la trajectoire que vous prenez, l'allure que vous prenez. Et donc, moi, j'ai peur pour ces militaires parce qu'on pourrait en arriver. D'ailleurs, on a appris au Burkina Faso qu'il y a eu encore des tentatives de coup d'État qui ont été déjouées, ainsi de suite. Et donc, on est un peu comme dans une spirale. Et si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans un cercle vicieux où les coups d'État qu'on a laissés, qu'on a cru devoir, disons, combattu déjà, qu'on a cru devoir reléguer au passé, vont revenir encore sur la scène politique. Moi, je pense que c'est dommage tout simplement pour notre pays. Et aujourd'hui, est-ce que la façon dont gère même le pays, les deniers publics, la façon dont ces militaires gèrent, est-ce qu'il y a une certaine autonomie qui est respectée? Est-ce qu'il y a un contrôle qui va se faire après? Je ne crois pas. Et donc, pour toutes ces petites peurs-là, je crois que les militaires sont en train de proroger les mandats pour essayer d'assurer un peu les arrières, pour essayer d'apporter une certaine caution à
à leur nouvelle puissance, à cette nouvelle puissance vers qui les jeunes se sont tournés pour essayer de régler le problème. Et puis n'oubliez pas que ces puissances, la France et les autres, les Américains par endroits, à qui on a tourné le dos, eh bien, ces puissances ne vont pas dormir sur leur laurier. À la moindre occasion, je pense que la revanche peut être prise et ça ne va pas être bien pour ces militaires-là. Je pense qu'aujourd'hui, la junte s'est rendu compte de la réalité. Parce que dans l'exercice du pouvoir, il y a ce qu'on appelle, enfin, ce que vous percevez, ce que la réalité vous montre lorsque vous êtes aux manettes. Et donc aujourd'hui, ils sont face à des difficultés et la seule façon pour eux, c'est de proroger le mandat. Je ne suis pas sûr qu'à la fin même de ces prorogations, au Burkina Faso, que le jeune Ibrahim Traoré nous dise « Eh bien, j'ai tout résolu, je vais transmettre le pouvoir ». Je ne crois pas. Lui-même, il va faire un peu comme dans d'autres pays, au Tchad et autres, le top a été donné là-bas. Et je pense que tous vont s'aligner parce qu'ils se parlent, ils se retrouvent et ils ont un objectif derrière la tête. Et je pense qu'ils sont en train de se donner les moyens pour atteindre cet objectif-là. Il est 8h44. Alors, pour un premier tour, c'en est fait. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre finalement avec justement ces jeunes qui veulent se maintenir au pouvoir, Ulrich? À quoi s'attendre? Parce qu'ils sont au pouvoir, il n'y a rien d'autre rien d'autre qu'on puisse faire. Une chose est certaine, vous savez, quand vous écoutez les différentes résolutions des assises tenues, on a bien précisé, on a bien mis une condition quelque part dans les textes en disant si les conditions le permettent. C'est-à-dire, il y aura des élections si les conditions sécuritaires le permettent. Il faut bien, c'est-à-dire, c'est une petite phrase qui règle, qui dit beaucoup de choses. Quand déjà on proroge une transition, et même dans cette transition, le document qui confirme cette prorogation précise quelque part que on aura des élections. Ça pose quel problème? On aura des élections. Non, ça pose le problème que là où nous allons, on peut avoir des élections, comme on peut ne pas les avoir. Donc ça, c'est une évidence. L'autre chose aussi, quand aujourd'hui la communauté internationale parle, et William a bien fait aujourd'hui de faire la caricature générale. C'est vrai que nous parlons de l'AES, mais la caricature générale voudrait que l'on ne fasse pas une fixation sur l'AES. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit que les militaires là-bas. Mais dans le même temps, nous devons maintenant commencer par faire attention à tout ce qui est dirigeant dans la sous-région et en Afrique. Donc, l'image qui se dessine aujourd'hui, c'est que ils vont rester au pouvoir, ils vont faire le temps qu'il faudra, mais le risque aussi est que, comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, sous le général Gueye, nous avons connu le système du balayeur-balayé, celui qui est venu pour balayer l'autre, et qui disait qu'il est venu réformer les choses, et qui à un moment donné a voulu s'éterniser, a été balayé à son tour. On risque d'avoir on risque d'avoir ce même scénario, et ce scénario n'est pas de nature à le commencement, oui. Ouais, William. C'est bienvenu le chaos. Hein. D'abord, ils ont tous viré presque dans la dictature. Ils musellent les voix dissonantes, les partis politiques. Ils font susciter des gens pour désormais des déclarations. C'est quand même étonnant pour Assimi Goïta qui, pour moi, était un putschiste un peu différent des autres parce qu'il avait beaucoup de méthodes et beaucoup de stratégies dans sa façon d'y aller. Il focalisait vraiment son attention sur les résultats, mais le syndrome, je ne sais pas si c'est une mouche qui pique souvent les gouvernants quand ils sont au sommet de l'État. Cela a bien eu raison de lui. Aujourd'hui, il en est enivré. Il est dans une ivresse, dans une ébriété d'une bonne dose aujourd'hui à la tête du Mali. Bienvenue le chaos. Bienvenue la misère des populations. On va chercher des portes de sortie, des voies providentielles, je ne sais quand est-ce qu'elles vont arriver. Bienvenue le maintien dans la pauvreté. Moi, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus. Les États vont croupir sous une paupérisation galopante, sous une misère ambiante. Et même eux, à la tête du pouvoir, parce qu'on sait ceux qui ont amené les coups d'État en Afrique, hein, ils en ont encore les moyens, ils ont encore les brèches pour entrer, et tout ça nous met dans l'insécurité. Et ceux qui sont et ces oligarques
à la tête de ces pouvoirs militaires et les autres détracteurs de leur régime ou les populations. Dans un climat où rien ne profite essentiellement à personne pour de vrai, et surtout que l'intérêt supérieur des nations n'est pas préservé, je pense que nous sommes sur la mauvaise voie, et si on peut changer de chemin, ce serait vraiment bien. Eric, pour moi, il n'y a qu'une seule évidence, nous allons vers une longévité certaine de ces militaires à la tête des États, et pour ça, Franck a relevé des raisons. Bon, c'est normal. Après, je pense que ces systèmes vont tomber d'eux-mêmes, et ça va de l'intérieur. À un moment donné, le peuple sera fatigué, n'est-ce pas? Et puisqu'ils sont des militaires et qu'il n'y a pas que seul militaire dans l'armée, d'autres voudront, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tenter également d'autres coups de force. Franck l'a relevé. Il y a quelques jours en arrière, nous avons entendu des bruits de bord également au Burkina Faso. Et ça va être, comme on dit, de l'instabilité, n'est-ce pas? Pendant qu'on devrait s'occuper des questions réelles des populations, on va passer tout le temps à avoir un regard sur son pouvoir, à observer autour de soi qui veut me l'éliminer, qui veut prendre ma place, et puis on va passer à côté, n'est-ce pas, des réelles préoccupations des peuples. C'est dans cela que le plus important, c'est de ramener ces pouvoirs, n'est-ce pas, aux civils, d'organiser des élections de façon légitime et permettre une transition démocratique. Eux, en tant que militaires, ils peuvent toujours jouer leur rôle en gardant un œil sur ces civils, quant à eux, à pouvoir suivre résolument, n'est-ce pas, la façon dont il faut gérer les coopérations, la façon dont il faut gérer les crises sécuritaires, n'est-ce pas, aux côtés véritablement de ces civils. Je voudrais pas qu'à la tête de ces pays qu'on se retrouve à se tirer dessus, parce qu'à un moment donné d'autres voudront également les places, et puis ça va nous entraîner dans la division du pays, un peu comme en Libye aujourd'hui, un chef pas ici, un chef pas là-bas. Donc je pense que ça n'est pas bien pour notre sous-région, mais aussi pour l'organisation, l'AES. Si aujourd'hui ce qu'ils ont en commun, c'est des militaires à la tête de ces États, donc l'avenir de l'AES, n'est-ce pas, c'est en ce qu'il faut toujours être des militaires à la tête de ces États. Et donc je pense que pour aussi leur propre ambition en termes d'intégration à leur niveau, il faut forcément trouver une solution, mais pas celle militaire. Eric, Franck. Moi j'ai envie de conclure lorsque je prends tous ces éléments-là qui ont été évoqués, l'un mis dans l'autre, disons les coups de push ne sont pas, les putsch aujourd'hui ne sont pas la solution du tout. Ça crée bien entendu de réels problèmes encore au pays. Et attention, je voudrais dire attention à tous ces militants, tous ces militaires qui sont au pouvoir, parce que tout simplement nous avons une jeunesse africaine de plus en plus émancipée, une jeunesse africaine qui veut arracher disons sa liberté, qui veut que les choses changent. Il y a des exemples à côté. Nous avons vu ce qui s'est passé au Sénégal. Ils ont tenu bon. Et donc, dans ces pays, il y a encore des gens, des têtes illuminées. Il y a des esprits assez ouverts qui peuvent, à un moment donné, dire attention, arrêtons. Parce que quand j'entends, par exemple, au Mali, lorsque Assimi Goïta n'est plus en odeur de sainteté avec... je crois que c'est l'imam Diko, par exemple. Moi, je me dis que c'est une bombe à retardement, parce que ces leaders-là, aujourd'hui, lorsqu'ils se mêlent à la chose sociale, à la chose politique, on sait ce que cela donne. Donc, s'ils en arrivent à avoir des difficultés, déjà à partir de là, moi, j'ai des craintes et je voudrais leur dire tout simplement, c'est vrai, vous avez les armes, vous êtes puissants aujourd'hui, mais attention, nous sommes face à un peuple, lorsque les peuples africains se sentent, disons, trop pressurés, je crois que ça dégaine dans leur rang et ça ne sera pas du tout bien. Eux, ils ont des armes, c'est vrai, on peut tirer, mais combien pourront-ils tuer avant même qu'eux-mêmes ils se retrouvent dans le décor? Je crois qu'il y a beaucoup de... Il faut être prudent, il faut faire attention. Allez les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On va faire un tour à la régie. Vous allez suivre le condensé de l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin, la réalisation de Idriss Obouka, et puis après la revue de presse. Bonne journée à vous. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée.
Les jeunes de Cotonou ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État. Très impressionnés par l'impact de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement depuis 2016, ils ont tenu à remercier le président Patrice Talon pour ses efforts visant à développer le Bénin. Ces jeunes l'ont fait savoir à travers plusieurs déclarations lues au pied de l'Amazone. Pour eux, le gouvernement de la rupture s'est évertué depuis 8 ans à rechercher l'équilibre indispensable entre la quête de l'efficacité économique et la quête de solidarité. Tout cela dans un contexte de crise où tout s'abat sur le Bénin. Pour le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane, la reconnaissance de cette jeunesse aux efforts déployés en sa faveur est à la fois gratifiante et encourageante et pour le gouvernement et pour son chef. Nous, jeunes, assumons d'ores et déjà son bilan car ceux qui esquivent leurs responsabilités ne méritent pas d'être en responsabilité. Les opérations de chargement de pétrole nigérien pour la Chine ont été effectives après quelques jours d'embargo. Les professionnels des médias du Bénin ont été les privilégiés à avoir constaté cette phase du projet Pipeline Bénin-Niger grâce à une visite organisée à leur profit par l'entreprise chinoise WAPCO. Ils sont désormais outillés en termes d'information et de connaissances pour informer le grand public. La dite visite a eu lieu sur la plateforme de Semekraki. Le premier navire transportant 1 million de barils de pétrole nigérien pour la Chine a donc quitté les eaux béninoises et c'est la concrétisation du géant projet Pipeline malgré la brouille entre les deux pays. Les membres du gouvernement du Bénin et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient en conclave à Cotonou le mardi 21 mai 2024. Il s'agit de la 9e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation, la Commission de l'UEMOA décerne un satisfecit au gouvernement pour la pertinence de ses actions en faveur du renforcement de l'intégration économique dans l'espace communautaire. L'exercice bilan de la mise en œuvre des réformes communautaires par le Bénin est un important outil d'évaluation de la Commission de l'UEMOA. Les performances macroéconomiques du Bénin, avec un taux d'inflation maîtrisé, un taux d'endettement sous contrôle et le déficit budgétaire en baisse ont été également reconnus et salués par la Commission de l'UEMOA. Des indicateurs qui augurent de meilleures perspectives pour l'économie béninoise. Le Bénin a progressé de 3 points de pourcentage avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8%. De leur côté, les acteurs du monde scientifique de l'université d'Abomey-Calavi, étudiants et têtes couronnées, se sont donné rendez-vous le mercredi 22 mai 2024 sur le campus. Il était question pour eux d'échanger autour de l'histoire d'Alada. Les origines, la potentialité et le rôle joué par cette localité dans le Bénin précolonial sont entre autres les sujets explorés à cette rencontre. C'est une initiative de l'Association de développement d'Alada et l'école doctorale pluridisciplinaire Espace, Culture et Développement de l'Université d'Abomey-Calavi. Organisé dans le cadre de l'initiative Mercredi scientifique, le colloque vise à éclairer le public sur la confusion autour des questions de royauté d'Alada. Donc, il y a une différence entre le Dada et le roi, entre le Ahossou et le Dada même. Donc, c'est cette notion que nous allons développer au cours de ce colloque-là. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi la formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologiques des pays d'Afrique de l'Ouest. Une formation qui a porté sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes des pratiques et technologies agricoles. Les participants du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal ont réfléchi sur plusieurs thématiques. Pendant 3 jours, ils ont échangé sur les notions de base des changements climatiques, l'agriculture intelligente face au climat pour les systèmes agricoles plus résilients, les techniques de conception et de rédaction des projets pro-AIC.
Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de la revue de presse. Les membres du gouvernement effectuent une tournée nationale de reddition de comptes. Pour Fraternité, cette descente des autorités gouvernementales sur le terrain vise à présenter aux populations les grandes avancées enregistrées par le régime en place. La cour de l'hôtel de ville de Kandi a abrité ce samedi 25 mai la cérémonie officielle de lancement de la tournée gouvernementale de reddition de comptes en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le département de la Liborie. Face aux populations massivement mobilisées, le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, le président du parti Union progressiste Le Renouveau Joseph Djogbenou, les députés élus dans le département, les élus locaux, les responsables des partis Bloc républicain, Renaissance nationale, Mouel Bénin ont égrené le chapelet des réalisations du gouvernement au profit des populations. Pour sa part, le matinal s'intéresse à l'absence remarquée du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et nous révèle que Jean-Michel Abimbola n'a pas déposé le tablier. Lors de sa rencontre hebdomadaire du vendredi 24 mai avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, clarifie qu'il n'y a pas eu de remaniement ministériel ni de démission du gouvernement et que Jean-Michel Abimbola détient toujours son portefeuille ministériel. L'intéressé a juste sollicité une autorisation d'absence qui lui a été accordée par le chef du gouvernement, ajoute-t-il. Le quotidien précise que l'intérim du ministre en charge de la culture est assuré par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, Modeste Kérékou. Mesdames et messieurs, parlons à présent investissement et commerce avec cette nouvelle à nous rapporter par Décryptage Info. Le Bénin a rejoint le Fonds de développement des exportations en Afrique. La République du Bénin a adhéré à l'accord d'établissement du Fonds de développement des exportations en Afrique. La plateforme d'investissement à impact de la Banque africaine d'import-export après le Nigeria qu'il avait rejoint au début du mois. L'annonce a été faite par le groupe APO vendredi 24 mai 2024. Avec cette adhésion, le nombre total de pays africains participants au FEDA s'élève désormais à 17. Autre information traitée par les canards ce matin, la rencontre entre le gouvernement et les syndicats. La première section ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024 s'est ouverte vendredi 24 mai 2024 à la salle des fêtes des tours administratives. Fraternité nous dévoile les points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit des échanges sur la cherté de la vie, de l'examen des doléances sectorielles, de la présentation du projet Arche et des divers. Les détails du déroulé de la séance à la page 3 du quotidien. Pour finir, la liste du Bénin contre le Rwanda et le Nigeria dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 est déjà connue. Guy Notre, sélectionneur des Guépards du Bénin, vient d'annoncer sa liste de 25 joueurs pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est à noter le retour de David Tchechao. L'information est livrée par Nord-Sud Quotidien. Fin de la revue de presse de ce lundi 27 mai 2024.